Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes à l'écoute de l'élan africain. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Afrique Hebdo, un rendez-vous hebdomadaire retraçant les grandes lignes de l'actualité africaine. Au sommaire ce dimanche du 18 février 2024, le 37e sommet des chefs d'État et de gouvernement des États de l'Union africaine a eu lieu samedi et dimanche à Addis Abeba, en Éthiopie, le siège de leur organisation. Le sommet se penche sur les divers problèmes du continent, notamment les changements non constitutionnels, autrement dit les coups d'État et autres crises politiques. Au Sénégal, le président se dit prêt à organiser l'élection présidentielle le plus tôt possible. Le Conseil constitutionnel avait en effet annulé sa décision de reporter l'élection en question en décembre de cette année. L'Afrique du Sud entraîne à nouveau Israël devant la Cour internationale de justice. Pretoria veut que l'imminente offensive israélienne à Gaza soit examinée pour voir si elle n'est pas constitutive du crime de génocide ou du crime contre l'humanité. Bienvenue encore. Le 37e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine s'est tenu samedi et dimanche au siège de leur organisation à Addis Abeba, en Éthiopie. Le sommet s'est penché sur divers sujets d'actualité, notamment les coups d'État et les crises politiques. Écoutons à ce propos le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, qui s'est exprimé justement lors de la cérémonie d'ouverture. Les changements non constitutionnels de gouvernement se sont multipliés en totale défiance de tout l'ordonnancement politico-juridique qui a fondé notre organisation. Jamais, depuis la création de l'Union africaine, un tel nombre de transitions post-changement non constitutionnel n'a été atteint en Afrique. Notre échec à contrer un tel phénomène est patent. Au lieu d'être des modes joyeux de transfert ou de maintien pacifique du pouvoir, les élections sont devenues, par l'ampleur de leurs irrégularités, des facteurs d'approfondissement des crises. Il est dès lors légitime de se demander ce que sont devenues notre architecture de paix et de sécurité africaine, l'APSA, et sa sœur jumelle, l'architecture de gouvernance africaine, dont la seule évocation des sigles nous galvanisait et nous faisait frémir de fierté. Le Sénégal organisera l'élection présidentielle dès que possible, étant donné que le Conseil constitutionnel du pays a annulé le décret du président Macky Sall visant à reporter le scrutin. C'est ce qu'a annoncé vendredi le gouvernement sénégalais. Jeudi, le Conseil constitutionnel du Sénégal a annulé le décret signé par le président Macky Sall et qui reportait les élections selon un jugement approuvé par 7 membres de l'instance. La décision de l'Assemblée nationale du 5 février de reporter le vote au 15 décembre était également contraire à la Constitution selon le jugement du Conseil constitutionnel du pays. Le Conseil constitutionnel, constatant l'impossibilité d'organiser l'élection présidentielle à la date initialement prévue, autrement dit le 25 de ce mois, invite les autorités compétentes à la tenir dans les plus brefs délais. C'est donc ce qu'a décidé de respecter le président Macky Sall. Le président sénégalais avait reporté les élections avant le début de la campagne, invoquant un différend entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif sur la liste définitive des candidats, ainsi que la double nationalité
de certaines candidatures, de certains candidats. Le report a été rejeté par les dirigeants de l'opposition qui ont mené une manifestation contre ce report, ce qui a entraîné de violents affrontements avec les forces de sécurité, des arrestations et des coupures d'Internet mobile qui ont encore aggravé les tensions politiques dans l'une des démocraties les plus stables d'Afrique. L'élection de cette année, contrairement aux années précédentes, a été marquée par les controverses allant de manifestations meurtrières qui ont conduit le président Sall à annoncer qu'il ne briguerait pas un troisième mandat jusqu'à la disqualification de deux dirigeants de l'opposition, dont l'opposant Ousmane Sonko. L'opposition a accusé le président Sall de comploter pour conserver le pouvoir au-delà de la limite constitutionnelle, ce que le dirigeant sénégalais a nié. Il a déclaré qu'il avait reporté le scrutin pour éviter que le pays ne sombre dans des difficultés majeures liées au conflit électoral. Lors de l'ouverture du sommet de l'Union africaine à Addis Abeba ce vendredi, le président du Conseil, Moussa Faki, a tenu à préciser que la situation au Sénégal est inquiétante et a appelé les protagonistes du conflit à prendre leurs responsabilités et a demandé au gouvernement sénégalais justement d'organiser les élections dans des meilleurs délais. La situation au Sénégal, pays modèle en matière de démocratie, nous préoccupe au plus haut point. Notre vif souhait est que rapidement, il retrouve la voie de la sagesse pour régler sa crise institutionnelle conformément aux principes de l'état de droit et aux intérêts fondamentaux de son grand peuple. Dans ce cadre, je salue la position du gouvernement sénégalais de prendre en haute considération la décision du Conseil constitutionnel du pays et souhaite plein succès aux consultations envisagées par le gouvernement pour décider dans un esprit consensuel les meilleures voies pour l'organisation des élections inclusives, libres et transparentes dans les plus brefs délais possibles. L'Afrique du Sud a déclaré qu'elle avait demandé à la Cour pénale, à la Cour de justice internationale, d'évaluer si les frappes israéliennes sur Rafah et son intention de lancer une offensive terrestre sur la ville où 1,4 million Palestiniens ont trouvé refuge, violé à la fois la Convention des Nations Unies sur le génocide et les ordonnances préliminaires rendues par le tribunal le mois dernier dans une affaire accusant Israël de génocide. Rafah se trouve à la frontière avec l'Égypte, qui a prévenu qu'une offensive de la ville qui abrite aujourd'hui plus de la moitié de la population de Gaza entraînerait un désastre. Le gouvernement sud-africain a déclaré dans un communiqué que Rafah était le dernier refuge pour les survivants de Gaza. Il a demandé au plus haut tribunal de l'ONU d'envisager d'utiliser ses pouvoirs pour émettre des ordonnances préliminaires supplémentaires demandant à Israël de mettre un terme aux morts et aux destructions de ce pays. L'Afrique du Sud a déjà affirmé qu'Israël commettait un génocide contre le peuple palestinien dans sa guerre contre le groupe militant du Hamas à Gaza et a déposé une plainte auprès du tribunal international en décembre. Une décision sur les allégations de génocide pourrait prendre des années. L'Afrique du Sud a également demandé au tribunal d'ordonner un cessez-le-feu à Israël, mais les juges ne l'ont pas obtenu. Dans ce nouveau dossier, le gouvernement sud-africain s'est déclaré gravement préoccupé par le fait que l'offensive militaire sans précédent contre Rafah annoncée par l'État d'Israël a déjà conduit à et entraînera de nouveaux meurtres, dégâts et destructions à grande échelle. L'Afrique du Sud a déclaré qu'elle demandait que cette question soit traitée de toute urgence à la lumière du bilan quotidien des morts à Gaza. Mardi soir, la juridiction onusienne a confirmé dans un message sur X qu'elle avait reçu la nouvelle demande de l'Afrique du Sud. Si la Cour décide de tenir une autre audience sur la demande de mesures provisoires supplémentaires, elle se prononcera probablement alors dans quelques semaines. Israël nie fermement avoir commis un génocide à Gaza et affirme qu'il fait tout ce qui est à son pouvoir pour épargner les civils et qu'il ne cible que les militants du Hamas.
Il affirme que la tactique du Hamas consistant à s'implanter dans des zones civiles rend difficile la possibilité d'éviter des pertes civiles. L'attaque israélienne a provoqué des destructions à Gaza avec plus de 28 000 personnes tuées, dont plus de 70% de femmes et de mineurs, selon les responsables locaux de la santé dans l'enclave contrôlée par le Hamas. Environ 80% de la population a été déplacée et l'ONU affirme qu'une catastrophe humanitaire a poussé plus d'un quart des Palestiniens de Gaza vers la famine. Israël affirme avoir tué des milliers de militants dans le but d'écraser le Hamas en représailles aux attaques du 7 octobre 2023 contre le sud d'Israël. Environ 1200 personnes, pour la plupart des civils, ont été tuées lors de cette attaque et 250 ont été pris en otage. L'Afrique du Sud a accusé Israël d'avoir ignoré la décision préliminaire du tribunal dans les jours qui ont suivi sa publication en continuant à tuer des civils. Israël estime qu'il a le droit de faire ce qu'il veut, a déclaré la ministre des Affaires étrangères sud-africaine, Naledi Pandor. Les efforts juridiques d'Afrique du Sud sont ancrés dans des questions centrales à son identité. Son parti au pouvoir, l'African National Congress, l'ANC, compare depuis longtemps la politique d'Israël à Gaza et en Cisjordanie à sa propre histoire sous le régime d'apartheid de la minorité blanche qui a restreint la population des Noirs vers ce qui était appelé alors des Patrices. L'attaque militaire israélienne à Gaza a été qualifiée la semaine dernière d'exagérée par le président américain Joe Biden, une vive critique de la part d'un proche allié. La Maison-Blanche a déclaré que Biden avait également averti le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qu'Israël ne devrait pas mener d'opérations militaires contre le Hamas à Rafah sans un plan crédible et exécutable pour protéger les civils. Pour sa part, Israël a déclaré que la dernière requête de l'Afrique du Sud auprès de la Cour de justice internationale contre une éventuelle offensive d'Israël dans le sud de Gaza sert le Hamas et constitue une tentative d'empêcher Israël de se défendre, comme l'a déclaré justement le ministère des Affaires étrangères de ce pays. Le projet du gouvernement britannique d'envoyer certains demandeurs d'asile dans un aller simple au Rwanda est fondamentalement incompatible avec les obligations du Royaume-Uni en matière de droits de l'homme. C'est ce qu'a déclaré lundi un organisme parlementaire de surveillance des droits, alors que le projet de loi controversé était renvoyé pour débat à la Chambre des représentants. La Chambre haute et non élue du Parlement examine le projet de loi destiné à contourner la décision de la Cour suprême du Royaume-Uni selon laquelle le plan rwandais est illégal. Le tribunal a déclaré en novembre que le Rwanda n'était pas un pays sûr pour les migrants. Le projet de loi sur la sécurité du Rwanda déclare le pays sûr, rend plus difficile pour les migrants de contester l'expulsion et permet au gouvernement britannique d'ignorer les injonctions de la Cour européenne des droits de l'homme qui cherche à bloquer les expulsions. La commission mixte des droits de l'homme et du Parlement, qui comprend des membres des partis du gouvernement et de l'opposition, a déclaré dans un rapport que le projet de loi invite ouvertement la possibilité que le Royaume-Uni viole le droit international et permet aux responsables britanniques d'agir d'une manière incompatible avec le droit international et des normes en matière des droits de l'homme. Le député du Parti national écossais, Joanna Sherry, qui préside la commission, a déclaré que le projet de loi risque de nuire indiscutablement à la réputation du Royaume-Uni en tant que défenseur des droits humains. Ce projet de loi vise à supprimer les garanties vitales contre la persécution et les violations des droits de l'homme, y compris le droit fondamental d'accéder à un tribunal, a-t-elle déclaré. L'hostilité envers les droits de l'homme est au cœur de cette situation et aucun amendement ne peut la sauver.
Le ministre de l'Intérieur a déclaré que le plan du Rwanda est une solution audacieuse et innovante à un défi mondial majeur. Le Rwanda est clairement un pays sûr et profondément soucieux du soutien aux réfugiés, a-t-il déclaré dans un communiqué. Il accueille plus de 135 000 demandeurs d'asile et est prêt à relocaliser les gens et à les aider à reconstruire leur vie. En vertu de cette politique, les demandeurs d'asile qui atteignent le Royaume-Uni à bord de petits bateaux traversant la Manche verraient leurs demandes traitées au Rwanda et y resteraient de façon permanente. Ce plan est essentiel à l'engagement du Premier ministre Rishi Sunak d'arrêter les bateaux qui amènent des migrants illégaux au Royaume-Uni. Rishi Sunak affirme que l'expulsion des demandeurs d'asile illégaux dissuadera les gens d'entreprendre des voyages à risque et brisera le modèle économique des gangs de passeurs. Les organisations de défense des droits de l'homme qualifient pour leur part ce plan d'inhumain et d'irréalisable et personne n'a encore été envoyé au Rwanda. En réponse à la décision de la Cour suprême, la Grande-Bretagne et le Rwanda ont signé un traité s'engageant à renforcer la protection des migrants. Le gouvernement conservateur de Rishi Sunak affirme que le traité lui permet d'adopter une loi déclarant le Rwanda destination sûre. Le projet de loi a été approuvé par la Chambre des communes au mois dernier, mais seulement après que 60 membres du Parti conservateur au pouvoir de Rishi Sunak se sont rebellés dans le but de rendre la loi encore plus dure. Il est désormais examiné par les Lords, dont beaucoup souhaitent la rejeter ou l'édulcorer. Contrairement aux communes, les conservateurs au pouvoir ne détiennent pas la majorité des sièges à la Chambre des Lords. Le gouvernement éthiopien a rejeté jeudi les allégations selon lesquelles ces soldats auraient massacré des dizaines de civils le mois dernier dans la région agitée d'Amhara, alors que l'Occident exige une enquête sur ces meurtres. Une rébellion a éclaté l'année dernière à Amhara, la deuxième plus grande province d'Éthiopie, lorsque le gouvernement a décidé de dissoudre les forces régionales et de les intégrer dans l'armée fédérale. Plus tard, les rebelles ont capturé plusieurs villes de la région avant de se retirer dans les campagnes. Les observateurs des droits de l'homme ont documenté toute une série de violations des droits humains commises par les forces gouvernementales pendant le conflit, notamment des exécutions extrajudiciaires. La Commission des droits de l'homme nommée par l'État éthiopien a déclaré qu'au moins 45 civils ont été tués par les troupes dans la ville Amhara de Merawi à la suite d'affrontements avec une milice locale au mois de janvier dernier. Et notre organisme national de défense des droits a estimé le nombre de morts à plus de 80. Les deux organisations ont déclaré que les meurtres comprenaient des fusillades survenues lors des perquisitions de maison à maison. Le porte-parole du gouvernement, Legesse Toulou, a déclaré jeudi au service en langue locale de la chaîne de télévision allemande de TVL qu'il y avait des combats à Merawi, mais a insisté sur le fait que l'armée n'avait pris pour cible aucun civil. Legesse a déclaré que les soldats sont entrés dans des maisons civiles pour procéder à des fouilles après des combats et ont agi en étant de légitime défense lorsqu'ils ont été à nouveau visés par des éléments armés. Non seulement les civils ne seraient jamais visés, mais même les combattants qui se rendraient ne seraient pas tués, a déclaré le porte-parole du gouvernement éthiopien. Mercredi, le Royaume-Uni a demandé une enquête approfondie sur les événements de Merawi, un jour après que l'Union européenne a appelé à une enquête et un dialogue pour résoudre le conflit à Amhara. Les autorités ont coupé Internet à Amhara et dans certaines localités, il n'y a pas de service téléphonique, ce qui rend difficile la vérification de ces événements malheureux. Les Fano étaient alliés à l'armée fédérale éthiopienne dans la guerre de 2 ans contre le Front populaire de libération du Tigré, le TPLF, dans la région voisine du Tigré, mais leurs relations étaient difficiles.
les deux parties ont commencé à se battre avant même la fin du conflit du Tigré en novembre 2022. Camara est désormais soumis à un état d'urgence qui suspend les libertés civiles et donne des pouvoirs supplémentaires aux services de sécurité. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons fin à l'édition d'Afrique Hebdo de ce dimanche 18 février 2024. Je vous rappelle les titres principaux. Le 37e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine se tient samedi et dimanche à Addis Abeba en Éthiopie, le siège de l'organisation. Le sommet se penche sur divers problèmes du continent, notamment les changements non constitutionnels de pouvoir, mais aussi d'autres crises politiques. Au Sénégal, le président se dit prêt à organiser l'élection présidentielle dès que possible. Le Conseil constitutionnel a en effet annulé sa décision de reporter le scrutin à la fin de l'année 2024. L'Afrique du Sud traîne à nouveau Israël devant la Cour internationale de justice. Pretoria veut que l'imminente offensive israélienne dans la ville de Rafah à Gaza soit examinée pour voir si cette offensive n'est pas constitutive du crime de génocide et de crime contre l'humanité. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de l'édition d'Afrique Hebdo de ce dimanche 18 février 2024. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous dimanche 25 février 2024. Excellente semaine à tous et à toutes.